Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro La Relève, au cours de laquelle nous allons réfléchir sur le gouvernement, l'espoir qu'apporte le gouvernement Sama Lukonde II à quelques mois de la fin du premier quinquennat du mandat de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et pour parler en profondeur sur ces sujets, nous allons passer tour à tour le micro aux étudiants ici présents dans la salle. Qui commence? Bonjour, Monsieur Joseph Mamba. Bonjour, madame. Je suis Lina Ketia, étudiante à l'IFASIC. Apportant à ces sujets, comme l'a dit madame, l'apport qu'apporte le gouvernement Sama Lukonde II. Nous avons tous vu l'arrivée des trois grosses pointures. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Bemba à la défense, Vital Kamerhe à l'économie et Moussa Niamouissi à l'intégration territoriale. Selon vous, est-ce que c'est un espoir pour le bilan de Tshisekedi à quelques mois de la fin de son mandat? Merci pour la question. Je préfère peut-être qu'on en fasse 2, 3 et puis je réponds en une fois. Merci beaucoup. Je suis Raphaël Kalombo, étudiant à la faculté des droits à l'UPEN. Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord donner un point de vue sur ces gouvernements Sama Lukonde II. Je trouve pas que ces gouvernements aura un très grand point à apporter au pays parce que on a essayé de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Quand une équipe ne gagne pas, l'entraîneur ou le coach principal essaye toujours un moyen facile pour essayer de trouver des mécanismes. Mais je ne trouve pas que c'est nécessaire, ou bien c'est que le gouvernement Sama Lukonde I n'a pas fait, que le gouvernement Sama Lukonde II aura à faire. Parce que la majorité des personnes qui étaient dans les gouvernements Sama Lukonde I ont été reconduits encore. Vous trouvez que ce n'est pas vraiment nécessaire. Premièrement, j'étais de ceux qui voulaient qu'il y ait un grand changement au Congo. Lorsque le président Tshisekedi prenait le pouvoir, vous savez tout ce qui s'est passé, il a été accompagné par-ci, par-là, je suis pas là pour dire ça. Mais le gouvernement Sama Lukonde, nous sommes à 8 mois ou à 9 mois de la fin du mandat chef de l'État. Il y a des personnes qui sont venues à la défense, à l'économie, tout ça. Je ne trouve pas que c'est vraiment nécessaire. Le bilan est vraiment lamentable et ce n'est pas ce gouvernement qui va les relever au fait. Donc, ils doivent se préparer aux échéances électorales prochaines pour se relever et non pas attendre que ces 8 mois pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire en 4 mois. En 4 ans plutôt. Donc, ma question est de savoir, monsieur l'honorable, vous qui êtes député, est-ce que dans le Parlement, il n'y a pas moyen que vous puissiez voter, vous puissiez proposer une loi, qu'on commence à mettre aussi des limites ou des expériences pour toute personne qui pourra intégrer le gouvernement et non pas ramasser seulement une personne parce qu'il est de tel parti politique, parce qu'il est frère de tel, parce qu'il vient de ceci, là, qu'on puisse l'octroyer les titres de ministre alors qu'il n'a pas de compétences. C'est ça ma question. D'accord. La troisième. Merci beaucoup. Je suis étudiant de bon Simer à l'IFASIC, L2 du système LMD. Alors, monsieur l'honorable Jean-Jacques Mamba, j'ai une petite observation par rapport au gouvernement Sama II. Alors, mon observation sera autour du timing qui reste avant les échéances électorales. Je pense que le gouvernement Sama Lukonde II, contrairement à ce qu'il vient de dire, pourra peut-être faire quelque chose de mieux si on allait un peu plus loin. Mais par rapport au timing, je pense que ce serait impossible de renverser la situation qui se pose maintenant dans la République démocratique du Congo. Donc, en voyant les temps qui nous restent, je pense pas que le gouvernement fera quelque chose de mieux. Et voilà, le président de la République était là pendant 4 ans. Il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait faire et n'a pas réussi. Et déjà, par rapport à la thématique du sujet, on trouve que le bilan n'a pas été positif. Alors, pensez-vous que dans les 8 mois qui restent, ils peuvent faire quelque chose de mieux? Je pense pas. Bien que nous voyons les 2 grands poids lourds dans ces nouveaux gouvernements. Alors, je suis dans ma question. Ma question serait de savoir quel serait l'apport de ces 2 grandes personnalités, de ces 2 poids lourds dans le gouvernement Sama II, dont je cite Jean-Pierre Bemba qui est maintenant à la tête de la défense,
mais aussi Vital Kamerhe qui est à l'économie. Tous étaient autrefois, ils avaient les ambitions de devenir président de la République. Mais aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement, hier d'ailleurs, ils ont signé la charte de l'Union sacrée. Ils sont maintenant étouffés, ils ne peuvent plus réaliser leur ambition de devenir président de la République. Alors, quels seraient les rapports dans ce gouvernement? Pensez-vous qu'ils peuvent apporter quelque chose de mieux? Merci. Bon, bienvenue à tout le monde et puis j'espère que la discussion sera enrichissante. Comme vous le savez, il ne s'agit pas que de moi. Je ne suis pas là à répondre à toutes les questions. Vous pouvez répondre aux questions les uns des autres. Parce qu'on est en train de discuter, c'est une discussion ouverte, mais je vais essayer de ramasser tous les points de vue et questions que j'ai entendus ici. Vous savez, lorsqu'il y a remaniement dans un gouvernement, il peut y avoir plusieurs mobiles. Le premier mobile, ça peut être un mobile politique. Le deuxième, ça peut être un mobile fonctionnel, c'est-à-dire pour répondre à une situation. Et je pense que le remaniement effectué dernièrement, c'est un mobile et lié à des mobiles fonctionnels, c'est-à-dire pour répondre à des situations précises. Je vous entends dire ici que le bilan est négatif, que le président Tshisekedi n'a pas travaillé pendant 4 ans. Bon, ça peut faire aussi l'objet d'une autre émission. Mais ce qui est certain, c'est que nous faisons face à 2 problèmes majeurs. Le premier problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. C'est-à-dire que nous avons invité 6 armées étrangères pour contraindre les groupes rebelles, notamment le M23, au désarmement, au cantonnement et au désarmement et un dialogue sans pression pour que le gouvernement ait la possibilité de répondre aux différentes prétentions des uns et des autres et dans un climat de paix. Donc c'est un problème sécuritaire qui a occasionné plusieurs morts, plusieurs décès, mais également plusieurs déplacés. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème auquel nous faisons face, c'est un problème conjoncturel, la situation socio-économique. Celui qui répond à la situation socio-économique dans un gouvernement, c'est le ministre de l'économie. Et nous avons fait à peu près près d'une année sans ministre de l'économie. Donc même nous, au niveau du Parlement, nous avions des difficultés à interpeller les membres du gouvernement sur cette question parce que le ministre en charge de l'économie ou l'économie était assumée en intérim. Il est donc difficile de demander à un ministre du plan de venir répondre à des questions économiques parce que c'est des secteurs qui sont totalement différents. Donc, il me semble bien que ce gouvernement répondait à ces 2 situations. La situation socio-économique, c'est-à-dire la flambée du prix, la stabilité du taux de change, la question de l'emploi en général, mais aussi à des problèmes sécuritaires. Maintenant, oui, c'était opportun. Maintenant, vous allez me dire que voilà, il ne reste que 8 mois, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. En 8 mois, on peut redresser une situation économique. Voyez-vous aujourd'hui le taux de change qui fluctue, qui flirte à 22 500, 23. Si les mécanismes sont mis en œuvre, ce taux peut chuter en 2 mois. Il peut chuter en 2 mois et revenir peut-être à 20 ou 21 ou peut-être 19. Et s'il revient à 19, ça va impacter l'économie dans son ensemble et donc les Congolais seront soulagés parce que les prix vont baisser. C'est un exemple que je donne. Au niveau de la sécurité, Monsieur Jean-Pierre Bemba, que vous connaissez tous, a un profil adéquat pour répondre de ces situations. Dans l'Union sacrée entière, la personne qui a le profil qui se rapproche le plus des exigences pour diriger un ministère de la Défense, c'est bien Monsieur Jean-Pierre Bemba, de par son expérience. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des gros problèmes. C'est que nous avons une armée qui n'est pas très organisée, une armée qui a été longtemps infiltrée, une armée qui est issue d'un brassage, donc une armée qu'il faut reconstituer pour la rendre dissuasive et lui permettre d'assurer pleinement sa fonction, parce que vous savez que le mandat de l'EAC, c'est un mandat temporaire, c'est-à-dire que l'EAC est venu sur invitation du gouvernement pour un mandat de 6 mois renouvelable au cas où la nécessité l'impose, mais il peut aussi se faire qu'avant les 6 mois, si le président, M. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, arrive à faire ce travail de titan qui est de redynamiser nos forces armées, les réorganiser, fournir la logistique nécessaire et le déploiement qu'il faut
pour contraindre les ennemis de la République à abandonner la rébellion. Peut-être que dans les 4-5 mois, l'utilité de l'EAC ne sera plus justifiée et nous pourrions éventuellement avoir des élections dans la paix. Parce que comme vous le savez, nous sommes astreints à des délais constitutionnels et nous avons effectivement plus ou moins 6 mois pour s'organiser à ce que les élections se passent de manière pacifique, c'est-à-dire que l'ensemble des candidats puissent se déployer sur l'ensemble du territoire national, que la campagne se fasse dans des bonnes conditions et que les électeurs aillent choisir librement leur candidat. Et pour que cela se fasse, il faut absolument régler les questions sécuritaires. Donc, si avec l'ancien VPM à la défense, ces questions-là n'ont pas été réglées, alors que nous approchons les élections, pour le président de la République qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, si le président de la République constate qu'à 8 mois des élections, la situation socio-économique n'est pas reluisante et que ça peut avoir un impact sur la campagne, il est tout à fait normal que politiquement, il cherche à réajuster de manière à ce qu'il mette une personne que lui estime être outillée pour répondre de ces questions et donner des solutions ou, si vous voulez, avoir une approche qui permettrait à ce que la situation socio-économique s'améliore. Donc, si vous parlez du point de vue de celui qui a organisé le remaniement, ça se justifie sur le plan fonctionnel comme sur le plan politique. Mais lorsque nous prenons que les aspects fonctionnels, avec la guerre, effectivement, le profil du président Jean-Pierre Bemba, c'est un profil adéquat. Et puis, c'est un travailleur. Donc, je sais qu'il aime bien ce qui est précis, il aime ce qui est organisé. Et je crois qu'avec toute la fierté qu'on lui reconnaît, il donnera le meilleur de soi-même pour que la situation s'améliore. Y a-t-il d'autres observations, questions, préoccupations? Entrons d'abord. Voilà, merci beaucoup pour l'octroi du verbe. C'est monsieur Étienne Komo, étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Oui. Vous dites monsieur? Monsieur Étienne Komo. Ok. Étudiant à la faculté de droit Inikin. Ma question était celle de savoir, avec ces gouvernements, comme l'a si bien dit mes dévanciers, nous avons constaté la présence de 3 hommes politiques dans notre pays, des 3 grands hommes politiques de notre pays. Il y a M. Vital Kamerhe, il y a M. Bemba et M. Moussa Nyamwisi. Vous parlez du profil qu'incarne M. Bemba. N'oubliez pas que le monsieur a été rebelle. Et face à cette rébellion, certainement, il avait négocié avec les pouvoirs étrangers. Notamment, je dirais, Museveni, etc. Pensez-vous qu'il sera capable, n'est-ce pas, de mettre... S'il vous plaît, arrangez d'abord. Oui, d'accord. Voilà. Pensez-vous qu'il sera capable de mettre les armées étrangères en dehors de notre pays? Mais aussi, pensez-vous que ces gouvernements ont la confiance du peuple? Au moment où nous savons plutôt que M. Vital Kamerhe, avec cette affaire-là de détournement-là, pensez-vous que non? Le peuple a la confiance de ces gouvernements. Je dirais que ces gouvernements ont 3 grands défis majeurs. Notamment, c'est les élections, la sécurité et les sociales du peuple. Par rapport à tous ces grands défis, 3 grands défis majeurs que j'ai soulevés, pensez-vous que jusqu'en 2023, d'ici, parce qu'il reste que 3 mois, si j'ai une bonne mémoire, pensez-vous que dans ces, plutôt 9 mois, pensez-vous que dans ces 9 mois ici, le gouvernement sera capable, n'est-ce pas, de réaliser ces 3 grands défis majeurs? Merci beaucoup. Ok. Merci pour l'octroi bipolique. Honorable et chers co-débatteurs, j'ai voulu, avant de poser ma question et de faire mon observation, enrichir, si je peux dire cela, ou... désolé. On m'appelle Nathan Bandé. Je suis étudiant en 5e année de droit à l'Université protestante au Congo, dans la faculté de droit. Et donc, j'aimerais un peu, je sais pas, recadrer, si je peux le dire ainsi. Il y a notre frère de l'Unikin qui venait de parler de Monsieur Jean-Pierre Bemba comme rebelle, et Monsieur Vital Kamerhe comme un ancien, je sais pas, prisonnier ou quoi que cela. Mais partant de notions, surtout qu'il est de droit, partant de notions de droit, il est
important de notifier que M. Vital Kamerhe a été acquitté. Et lorsque la justice t'acquitte, donc il n'y a pas eu assez d'éléments pour t'inculper. Et donc, sur ce point, il doit reconstruire sa question. Et deuxièmement, M. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été condamné parce qu'il était rebelle, mais il a été condamné parce qu'il y avait subordination de témoins, quelque chose comme ça. Et donc, jusque-là, la CPI n'avait pas aussi reconnu le fait que M. Jean-Pierre Bemba est rebelle. Donc, c'était pour éclaircir un peu les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Et donc, pour revenir au sujet qui est le gouvernement Sama II peut sauver le régime. On ne sauve que ce qui est tombé. Alors, je pense, si je dois aller dans un plan dissertal, il serait important de commencer par la thèse. Est-ce que ce régime ou ce gouvernement peut apporter un point de plus ou dans la continuité? Il est important de noter que ce gouvernement vient rajouter ce qui n'a pas été fait. On ne peut pas aussi ignorer que le gouvernement Sama I ou le gouvernement Ilunkamba voulait me dire que rien n'a été fait. Il y a deux choses qui ont été faites et donc ce gouvernement Sama II vient rajouter. Et là, je parle de la thèse. Et si je dois aller dans l'antithèse, je peux aussi comprendre ici que tout n'a pas été fait. Alors, pour conclure et poser ma question à l'honorable, je m'aimerais poser ma question sur base des éléments que nous vivons actuellement. Vous le savez aussi avec moi que la République démocratique du Congo, la population de la République démocratique du Congo passe par deux moments extrêmement difficiles. Pensez-vous que avec la venue des l'EAC, avec l'arrivée de Vital Kamerhe à l'économie, pensez-vous que ça va redresser la situation? Parce que nous le savons, nous l'entendons tout le jour que l'EAC, ils sont en collaboration avec les M23, il y a eu c'est là, ils prennent des territoires et au vrai sens du mot, ils ne le remettent pas à l'armée. Ils décident d'en faire ce qu'ils peuvent faire et interdisent même à l'armée d'accéder là-bas. Vous pensez que l'EAC est réellement vrai avec la République démocratique du Congo? Et si on doit parler de l'économie, pensez-vous vraiment quels sont les mécanismes qui seront mises en place parce qu'on ne peut pas tout laisser à l'honorable, à l'excellence Vital Kamerhe. Je connais son intelligence, je sais que c'est un homme, un bosseur, un monsieur très intelligent. Vous pensez quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour aider l'honorable l'excellence Vital Kamerhe pour redynamiser, recadrer l'économie de la République, de la Res Publica qui est notre nation, qui est la République démocratique du Congo. C'est ça ma petite question. Voilà, je vais répondre avant que le micro passe de l'autre côté. Vous avez fait une observation sur deux personnalités, notamment le président Jean-Pierre Bemba et le président Vital Kamerhe. Je parle en tant que président de parti politique, mais je vais changer de nomenclature. L'excellence ou le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et le vice-premier ministre Vital Kamerhe. Je vais commencer par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Vous savez, à un moment donné, ce pays, il y a eu des rébellions. Des rébellions autour de la rhétorique du rétablissement de la démocratie. La première rébellion, c'était celle de l'AFTL. C'est-à-dire que M. Kabila, le feu Kabila, est venu avec les armées étrangères pour conquérir le pouvoir, notamment mettre Mobutu à côté. Et donc, c'est ce que nous avons tous applaudi. Personne n'avait condamné la rébellion parce qu'elle était voulue par tous. Et d'ailleurs, s'appuyant sur l'article 64, qui, entre guillemets, légalise la rébellion ou le refus de se soumettre lorsqu'un pouvoir n'est pas légalement établi ou lorsqu'un pouvoir enfreint les lois de la population. C'était un principe comme ça, en liesse populaire. Nous avons tous accepté la rébellion et accueilli la rébellion de l'AFDL. Ensuite, s'en est suivi une confiscation du pouvoir, suspension des activités de partis politiques. Il y a eu un peu un système chinois communiste que M. Kabila voulait installer, de sorte qu'il avait d'abord fait arrêter plusieurs personnes et il n'y avait aucune activité qui était possible. S'en est suivi effectivement des Congolais qui, notamment Jean-Pierre Bemba, qui étaient contre le fait que on pouvait plus revenir à la case de départ. Et donc, il a commencé cette rébellion
Et il n'était pas le seul. C'était des mouvements épars. Il y avait le RCD, il y avait le MLC, et puis il y avait les forces loyalistes. Ensuite, il y a eu la paix au travers des accords de Sun City. Et donc, le MLC, qui était à l'époque l'armée ALC, s'est transformé en parti politique, qui est devenu le MLC. Et nous avons tous tourné la page à la rébellion pour faire de la lutte politique. À ce que je sache, en dehors de quelques procès fallacieux, il n'a jamais eu un procès autour du MLC qui aurait commis des bavures, des crimes contre l'humanité lorsqu'il faisait sa rébellion. Jean-Pierre Bemba a défendu un territoire et il a défendu ça jusqu'à ce qu'on arrive à des négociations pour la paix. Après, vous avez aussi parlé du fait qu'il avait fait venir des armées étrangères, mais nous venons de le faire. Nous avons un conflit avec le M23, nous avons invité 6 armées étrangères. Jean-Pierre Bemba avait aussi besoin de renforcer ses capacités, il a fait venir les Ougandais. Autant Patassé avait besoin de renforcer ses capacités, il avait fait venir les militaires du MLC. Je veux simplement dire que dans les conflits armés, comme vous pouvez le constater en Ukraine, l'Ukraine est aujourd'hui alimentée par le monde entier. En tout cas, tout le monde occidental, y compris les États-Unis, alimente l'Ukraine. Maintenant, ce sera la Pologne. Ils n'ont pas encore envoyé des troupes au sol, mais ça peut aussi arriver. Donc, je veux dire que lorsqu'il y a des conflits armés, c'est tout à fait logique que lorsque les situations d'incapacité se présentent, que l'on recherche des apports ou des appuis bilatéraux dans le cadre des collaborations entre les armées régulières ou les armées dans les pays légalement établis. Donc, j'aimerais un peu rétablir une partie de l'histoire pour vous dire que ce n'est pas parce qu'il était à la tête d'une rébellion qu'il ne serait pas aujourd'hui, lui, en mesure. D'ailleurs, c'est un avantage pour lui parce qu'il connaît les Ougandais, il a travaillé avec lui. Et donc, s'il y a une seule possibilité qu'il y ait une voie pacifique à la résolution de ce conflit, il pourra exploiter cette voie parce que c'est des personnes avec lesquelles, des interlocuteurs que lui connaît. Autant il connaît les interlocuteurs rwandais. Et effectivement, si la voie diplomatique ne porte pas ses fruits, il a aussi l'avantage de savoir comment eux se battent pour orienter aussi nos forces armées à la protection et les préparer éventuellement à des combats qui épilogueront sur une victoire des FARDC. Donc cette expérience-là, nous devons la capitaliser et nous ne devons pas simplement voir le mauvais côté des choses parce que imaginez-vous qu'on mette un civil qui ne connaisse rien de tout ça. Ou un militaire qui n'a jamais combattu, qui ne connaît pas les Ougandais, qui ne connaît pas les techniques de guerre des Rwandais, ce serait pas plus bon. On a bien vu avec le VPM qui est sorti, qu'il se perdait un peu. Mais je pense qu'avec le président Jean-Pierre Bemba, avec la connaissance du terrain qu'il a, parce qu'il était militaire, son expérience, nous devons la capitaliser et c'est ce qui est en train d'être fait. En ce qui concerne le VPM Vital Caméré, nous allons le juger sur les résultats. On ne peut pas, de manière prémonitoire, s'affairer au procès qu'il a connu, à l'affaire des 100 jours aux maisons préfabriquées, pour préjuger du fait qu'il pourrait éventuellement ne pas être à la hauteur de la tâche. Ce qui est intéressant avec l'économie, c'est que les indicateurs sont clairs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il commence à travailler et qu'après 3 mois, nous constatons que le dollar a baissé et que les prix sur le marché ont baissé, on sait facilement dire qu'il a réussi sa mission. Ce n'est pas quelque chose, ce sont des calculs, ce sont des chiffres. Dans l'économie, ce sont des chiffres et je crois qu'il bénéficie quand même le bénéfice du doute. Il a droit au bénéfice du doute. Je crois qu'il est sur le qui-vive, il est conscient qu'il y a cette forme-là de scepticisme généralisé, mais en même temps, je pense qu'il a les capacités de rencontrer cette mission. Mais nous allons l'évaluer sur le résultat et je pense que dans les 100 jours, nous saurions déjà voir nous-mêmes comment est-ce que les marchés vont se comporter, comment est-ce que le marché bancaire va se comporter, comment est-ce que le marché des changes va se comporter, comment est-ce que le panier de la ménagère va se comporter. Donc, il y a des indicateurs clairs qui pourront nous aider à évaluer son action. Maintenant, pour en venir à l'EAC, vous savez que les M23 ne sont pas désarmés. Il y a une feuille de route qui a été signée à Luanda et cette feuille de route recommande à ce que tous les rebelles du M23 aillent se cantonner à Sabinho, là où ils étaient cantonnés auparavant. Et dans la stratégie qui a été mise en place, il est question que l'EAC récupère les territoires que le M23 libère.
jusqu'à ce que le processus épilogue sur leur désarmement. Et eux d'ailleurs de dire, oui, écoutez, maintenant que nous cédons les territoires, si les FARDC viennent, nous allons reprendre les combats. Du moment qu'ils sont armés et que le M23 a accepté de suivre la feuille de route, cette feuille de route a prévu effectivement que les territoires soient libérés, momentanément occupés par les forces de l'EAC, jusqu'au désarmement total des forces négatives du M23 et voir au cas par cas les cas de réinsertion. Naturellement, je suppose qu'il y aura des négociations pour voir s'ils seront amnistiés ou pas. Mais ce qui se passe actuellement, c'est dans le cas de la feuille de route. Parce que imaginez-vous, eux ne sont pas désarmés. L'EAC, ils libèrent un territoire qu'ils avaient conquis. Les FARDC reprennent ces territoires-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre la guerre pour reconquérir un territoire parce qu'ils en ont encore les moyens. Donc, aussi longtemps qu'ils ne sont pas désarmés, il y aura toujours ce risque-là qui va planer, que les hostilités reprennent, alors que pour l'instant, le taux d'enrôlement à l'est du pays est de 68%, et le fait que les civils peuvent vaquer maintenant leurs occupations et que les administratifs peuvent continuer les opérations d'enrôlement, c'est une bonne chose. La question qui va se poser maintenant, c'est de savoir comment seront administrés les territoires qui ont été libérés par les rebelles dès lors que les FARDC ne seront pas là. Parce que nous sommes dans l'état de guerre, ça veut dire que l'administration est tenue par les militaires. Donc, si les militaires n'ont pas accès au territoire, qui va administrer? Donc, je crois que cette question a été posée par un collègue dans le cadre d'une question orale avec débat. Et le commandement militaire ainsi que le ministre des Affaires étrangères apporteront, je pense, les réponses nécessaires à cette question-là. Donc, moi, je n'ai pas... j'aimerais que vous ne développiez pas une phobie autour de la présence de l'EAC parce qu'ils sont venus sur invitation officielle et ils partiront dès lors que l'État congolais décidera qu'ils partent. Mais pour l'instant, comme c'est le seul mécanisme qui a été accepté aussi par les rebelles et que il nous faut beaucoup de temps pour organiser une armée dissuasive, je pense que le moindre mal, c'est d'abord d'arrêter les hostilités. Ça veut dire que nos frères et sœurs arrêtent de mourir et que nous trouvions des voies pacifiques via des mécanismes tels que le protocole signé à Luanda pour que la situation redevienne normale et que nous puissions évoluer dans la paix et la concorde. Bonjour, moi c'est Patient Kayembe, étudiant à l'Université libre de Kinshasa, en faculté de droit. D'ailleurs, avant de pouvoir poser mes deux petites questions, je m'aimerais bien aussi faire un apport sur le gouvernement Samalukonde, beaucoup plus sur les deux personnes qui sont phares, Monsieur Vital Kamerhe ainsi que Jean-Pierre Mbemba. Déjà à la base, j'aimerais saluer leur vouloir et leur bon choix de pouvoir intégrer les gouvernements. Je ne pense pas qu'ici, on est tous enfants, mais nous sommes jeunes. De ce fait, il faut reconnaître la capacité et le poids de ces deux personnes. Déjà, le fait d'accepter, intégrer au gouvernement, il faut saluer leur bravoure. Alors, mes questions, cher honorable, est sur le point de, toujours, dans le cadre de l'insécurité de l'Est du pays. On nous parle chaque jour de 16 milliards de dollars comme budget de la RDC et tout ce qui va avec, alors que l'armée de la normalité, elle ne demande que 700 ou soit 1 milliard de dollars. Donc, équivaut 700 000 dollars ou soit 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qui empêche à ce que les gouvernements puissent tout simplement délibérer? Parce que récemment, j'aurais appris que quand le militaire, ou soit il faut libérer l'argent pour le militaire, pour pouvoir mettre fin à la guerre, on leur donne 100 000, 50 000, des histoires comme ça. Outre que ça, la deuxième question, et celle, je pense, elle a déjà été posée par mon confrère de l'UPEN, sur la nomination de ministre. Récemment, j'aurais appris en suivant l'excellence Didier Mundibou, qui dit « J'ai été nommé au ministère de l'hydrocarbure sans connaître c'est quoi le ministère de l'hydrocarbure. Et j'apprends pendant 2 semaines auprès de l'ancien CG, afin de prendre mon poste. Il n'y a pas moyen de pouvoir voter une loi qui fera de telle sorte que quand on veut nommer des personnes, qu'on puisse nommer des personnes compétentes. Parce que aujourd'hui, l'INIKIN produit les meilleurs étudiants en faculté du pétrole et gaz.
Alors qu'on peut toutefois aussi recruter ces personnes. Et je cite aussi l'actuel ministre de la Justice qui a été reconduit. Elle a des croix et des failles en droit. Mais aujourd'hui, elle est ministre. D'où je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voter une loi qui exige et qui impose à ce qu'on puisse commencer à nommer des personnes qui, entre autres, ont une expérience quelconque et qui représentent quelque chose, comme nous avons vu nous tous la présence de M. Vital Kamerhe et Jean-Pierre Mbemba au gouvernement. Merci. Merci beaucoup pour la parole. C'est Josué Katika. J'aime bien ces débats, enfin. J'ai comme l'impression ici, on soutient, de l'autre côté, on soutient Kamerhe et Jean-Pierre Mbemba, de par l'honorable, mon ami de l'IPC et futur honorable de l'ULK. Moi, je veux m'inscrire dans la logique géopolitique, primo. Du fait que la sécurité d'un État constitue un enjeu existentiel, un enjeu majeur pour un État plutôt qui se veut développer. Monsieur Kamerhe, je ne serai pas là pour citer plus Kamerhe ou Bemba, tout ça, non. Parce que Kamerhe, c'est déjà un détourneur en voleur. On ne peut pas commencer à relater une histoire utopique, si je pourrais bien dire que Kamerhe est intelligent, tout ça, parce que l'intelligence, il faut bien différencier l'intelligence. Il y a l'intelligence sur papier, il y a l'intelligence de parler, il y a aussi l'intelligence administrative. Monsieur Honorable, vous dites que on ne peut pas continuer dans cette logique de xénophobie, dire que l'IAC ne peut pas trouver de solution à ce qui concerne la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On doit faire l'IAC converge. Moi, je dirais non. L'IAC, connaissant la réalité de l'est de la République démocratique du Congo, d'où on considère cette partie comme un espace nourricier, un espace vital qui regorge des ressources vitales pour les États, surtout de l'Afrique centrale ou les États des Grands Lacs africains. Il faut se dire que l'EAC connaît bien ses intérêts et tous les États de l'EAC cherchent à accaparer un espace nourricier pour les intérêts égoïstes de leurs États respectifs. Donc, je ne m'inscris pas dans cette logique géopolitique de dire que l'EAC va trouver des solutions à ce qui concerne la sécurité à l'Est. Je ne suis pas d'accord. Pour Jean-Pierre Bemba, il fit, disons, lorsque j'ai dit il fit, je ne dirais pas l'ancien rebelle, donc il est l'ancien rebelle, tout court. L'ancien rebelle. Vous pensez qu'un ancien rebelle peut trouver des solutions à ce qui concerne la sécurité de la RDC? Non, là, en tout cas, non. On est où, là? Un ancien rebelle qui a mis en mal la continuité de l'État, qui a mis en mal la gestion de l'État. Comment est-ce qu'il va trouver des solutions pour encore sécuriser le pays? Il devrait quand même proposer, parce qu'il est proche de Félix. Il attendait pour devenir ministre pour trouver des solutions? Non. Je ne m'inscris pas dans cette logique. Je ne m'inscris pas. Vital Kamerhe. Je reviens à Vital Kamerhe. Ministre de l'économie. Soit-il intelligent ou pas, je m'abstiens en tout cas, parce que tout le monde est intelligent, ça dépend des secteurs. Tout le monde est intelligent, tout le monde est meilleur, peu importe d'où vous venez. Vital Kamerhe, c'est un économiste, paraît-il, parce que je n'étais pas là lorsque Vital Kamerhe défendait son mémoire ou sa thèse. Vous pensez que l'intelligence universitaire, c'est l'intelligence professionnelle pour améliorer une situation qui a persisté pendant 4 ans. Mais les Congolais souffrent, on est où là? On ne peut pas choisir d'autres personnes, il n'y a qu'un Vital Kamerhe. Nous sommes dans la routine quotidienne, un cercle vicieux dont on tourne. Il forme un pouvoir oligarchique dont il n'y a que les riches qui vont commencer à nous diriger, enfin piller l'argent de l'État. C'est ce qui va se passer. Il n'y aura plus rien. Moussa Niamoussi, c'est presque la même chose. Il a contribué à la destruction de ces pays. Je le dis sous réserve parce que je suis Congolais quinois. J'ai étudié, je connais bien l'histoire de ces gens-là. Je n'étais pas ignorant. On ne peut pas commencer ici à merlificoter la population congolaise, excusez-moi, dire qu'on peut faire confiance. Non. Il faut arrêter d'être émotionnel. J'ai des questions.
Monsieur l'honorable, moi, vous nous avez invités ici pour dire ce qu'on pense. Donc, chacun de nous prenne sa responsabilité. Il faut que tout le monde... En tout cas, je vous invite de dire ce que vous pensez. On n'a peur de personne, c'est le Congo. Voilà pourquoi on parle de la relève. Quand on parle de la relève, on donne un argumentaire de taille constructif qui peut aider le pays dans un secteur bien déterminé. La question. Je vais poser la question. Ma question est simple. J'en avais deux, mais je vais réduire. C'est une seule question. Monsieur l'honorable, je sais que l'Assemblée nationale, c'est une autorité budgétaire, à ce que je sache. Voilà. Vous avez un budget de 16 milliards. Mais pourquoi la situation économique ne s'améliore pas dans sa globalité? Vous avez un budget de 16 milliards. Soit c'est un budget utopique, ou c'est un budget qu'on peut toucher ou dire, ouais, c'est bien vrai, il y a un budget. Merci beaucoup. Ça va, je vais répondre parce que vous avez fait des commentaires. J'aime bien l'ambiance, c'est très intéressant. Et puis, vous pouvez vous sentir libre d'exprimer vos opinions. Il n'y a pas de censure. Il faut juste essayer d'éviter d'avoir des attaques personnelles, d'accord? Mais il n'y a pas de censure. Je vais vous donner un exemple parce que vous avez posé la question. Peut-être que vous pensiez que c'était un commentaire, mais vous aviez dit, est-ce qu'on peut confier la sécurité d'un pays à un rebelle? Est-ce que c'est possible? Ancien rebelle ou rebelle? Ok. Je voulais vous rappeler, par exemple, que Kagame a fait tomber Habyarimana ou le pouvoir ou les FDR en tant que rebelle. La rébellion a commencé à partir de l'Ouganda. Le FPR s'est organisé en Ouganda. Et vous n'allez jamais comparer Kigali d'aujourd'hui de Kigali de l'époque d'Habyarimana. Aujourd'hui, Kigali est considérée comme la ville la plus propre d'Afrique. Et d'ailleurs, il soutient le M23 sans être stabilisé, avec une économie qui est forte, dont le PIB dépasse le nôtre. Et il est là à la tête d'un pays. Et d'ailleurs, il a mis à profit son expérience de rebelle pour non seulement assurer la sécurité chez lui, mais aussi aller perturber la sécurité des voisins. Donc, c'est pour vous dire que le tout est question de comment est-ce que vous capitalisez l'expérience. Et moi, je suis en train de vous dire que Monsieur Jean-Pierre Bemba a un meilleur profil. Si cette expérience-là peut servir la République pour sécuriser les filles et les fils à l'est de la République, nous ne serions que enchantés, dans la mesure où, même dans son parcours, lorsqu'on lui a même attribué des crimes allégués au niveau de la CPI, c'est un coup tout à fait politique. Je tiens à vous informer que j'ai suivi ce procès. Je suis allé à La Haye au moins 3 fois. Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'a acquitté après 10 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul cas de viol et un seul mort, ce qui n'entre même pas dans le cadre de la définition des crimes contre l'humanité. Mais on a gardé 10 ans parce qu'on a violé une femme, même pas par nos militaires de l'ALC à l'époque, et qui aurait un seul mort, et ce mort, c'était une balle perdue. Mais comme c'était politique, on a gardé pendant 10 ans pour qu'à la fin, on épilogue pour dire que lorsqu'il y a un mort et un viol, on ne peut pas considérer, même les crimes urbains, on viole tous les jours, on ne peut pas considérer que ce sont des crimes contre l'humanité. Ceci pour vous dire que la CPI a reconnu que Jean-Pierre Bemba n'était pas un criminel, et nous avons tous reconnu à Sun City que nous devrions faire une loi d'amnistie parce que Jean-Pierre Bemba s'était rebellé pour un mobile qui était connu. C'était la confiscation du pouvoir par Monsieur Kabila, feu Laurent Désiré Kabila, qui avait interdit l'exercice libre de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc oui, je réponds avec beaucoup de conviction que nous pourrions capitaliser son expérience dans la rébellion parce qu'il était avec les Ougandais, il était avec les Rwandais, il les connaît et nous savons tous que c'est un monsieur courageux et qui, à chaque fois qu'il a fallu se défendre à titre personnel, même ici à Kinshasa, lorsqu'il a été opposé aux forces de monsieur Kabila, vous aviez remarqué qu'il s'était défendu loyalement, même s'il était obligé de partir par la suite. Donc, je crois fermement qu'il faut accorder le bénéfice du doute à monsieur Jean-Pierre Bemba, autant à monsieur Vital Kamerhe, et les évaluer sur base des résultats qu'ils produiront au lieu de les condamner à l'avance. Maintenant, je réponds à votre question sur le budget.
ça bouillonne, vous allez parler. Donc, Beaux-Arts calme. En ce qui concerne le budget, pour ceux qui sont économistes, le budget est une prétention. Le budget n'est pas une réalisation. Nous avons deux lois dans notre pays. Nous avons la loi de finances, c'est la loi du budget, et nous avons la loi de la reddition des comptes, qui est la loi la plus réelle ou la plus proche de la réalité, parce que c'est une loi qui rend compte de l'exécution de la loi de finances ou de l'exécution du budget. Nous prévoyons des budgets en 2011, 12, 13, 14, on dit budget de 10 milliards, mais lorsque la loi de reddition de comptes arrive, l'exécution est à 40%. C'est-à-dire que nous n'avons réalisé en termes de recettes que 40% de ce que nous avions prévu. Alors, aujourd'hui, vous parlez d'un budget de 16 milliards. Ce sont les prétentions des recettes de 2023. Et nous ne le saurons qu'en 2024 si réellement les 16 milliards ont été mobilisés ou pas. Quelle est la difficulté que nous avons actuellement? Vous savez que toutes ces forces-là ne sont pas prises en charge par leurs gouvernements respectifs. Nous avons 6 armées étrangères que nous prenons en charge. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses militaires et de souveraineté, donc des dépenses nationales qui sont faites pour soutenir les efforts et la logistique de toutes les forces que nous avons invitées. Vous imaginez très bien que dans le budget du Kenya, il n'y a pas une rubrique qui était prévue pour que les militaires kenyans aillent se battre ou qu'ils viennent au Congo et qu'ils soient pris en charge par le gouvernement kenyan. Donc toutes les personnes que nous invitons sont à notre charge. Le gouvernement de la République paye. Et ce sont des paiements qui ne peuvent souffrir d'aucun retard. La situation économique que nous traversons aujourd'hui est liée effectivement à la conjoncture qui a comme épicentre la guerre qui nous est faite par le M23 et qui nécessite des moyens très importants pour maintenir la paix et conduire le processus de Luanda jusqu'à terme. Ça, c'est d'une part. La deuxième raison de la situation aujourd'hui, c'est la conjoncture mondiale. Parce qu'en réalité, une économie tourne avec quoi? L'économie, c'est l'énergie. Ça veut dire, en réalité, ce que nous consommons, il faut de l'énergie. Et de l'énergie, nous parlons des énergies fossiles, dont nous parlons du pétrole, nous parlons du gaz. Et quand nous parlons du pétrole, nous parlons du transport des marchandises. Et quand lorsque nous parlons du transport, nous parlons de la production, dont nous parlons de l'électricité. Avec les cours, d'ailleurs aujourd'hui le DG de la SAL est convoqué, je vous informe que nous importons même de l'électricité de Brazzaville actuellement. Nous commençons à importer de l'électricité. Avec la conjoncture liée à la guerre de l'Ukraine, un pays qui importe 90% des choses qu'il consomme ne peut être que touché de plein fouet par la conjoncture mondiale parce qu'au niveau mondial, le prix des denrées alimentaires et des produits manufacturés a été doublé, a été triplé. Et nous importons, nous subissons la même chose. Étant donné que nous n'avons pas de solutions palliatives ou des alternatives, par manque de stratégie, et j'espère que M. Vital Kamerhe, le VPM, pourra effectivement être de plein pied dans cette stratégie de promouvoir les PME, les PMI, mais aussi de soutenir à plein régime notre agriculture pour qu'on importe moins, que nous arrivions aussi à transformer des produits alimentaires. Peut-être qu'à terme, si ces stratégies-là sont soutenues, nous sentirons moins l'impact de la conjoncture internationale. Et pour finir, avant de passer la parole aux autres, il faut aussi savoir que même les biens que nous produisons localement, notre foufou, notre pondou, notre huile de palme, tout cela augmente et c'est simple à comprendre. La personne qui vend de l'huile de palme ou qui vend du foufou achète aussi du savon. Cette personne-là paye le transport. Cette personne-là a besoin d'acheter un sèche-cheveux, a besoin d'acheter des habits. Et donc, lorsque le prix de toutes ces choses-là augmente, cette personne est obligée de hisser le prix de son manioc à un prix qui lui permet d'acquérir aussi les autres biens qui sont manufacturés, qui, eux, sont frappés de plein fouet des effets de l'importation et de la conjoncture internationale. Donc, c'est comme cela que tout a augmenté dans la ville. Ce n'est pas la faute simplement du gouvernement. Le gouvernement a sa responsabilité, je le dis, c'est en termes de stratégie alternative, mais il faut savoir que dans tous les pays du monde, y compris la France, le taux de pauvreté a augmenté de 30% depuis la guerre en Ukraine. Donc je ne vois pas comment un pays à économie faible comme le nôtre pourrait être épargné de ce phénomène. Nous voici à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques heures pour la suite et fin de ces numéros. À bientôt.